Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement dense, extrêmement riche pour nous. Beaucoup de choses ont été dites et bien sûr, notamment cette dernière phrase sur le sujet sans épaisseur de l'économie, quoi, un sujet complètement ramené à son calcul rationnel. Alors, moi j'aurais pas mal de questions à poser. Parce que il me semble que la mondialisation nous introduit dans une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle, pourquoi? Parce que on est entre des sujets qui sont plus nécessairement des sujets d'ailleurs, et qui n'ont plus de volonté de reconnaissance intersubjective, c'est plus le problème. Mais qui sont dans des rapports déterminés par des échanges de signes monétaires, algorithmiques, indiciels et plutôt sociaux. On a eu une séance il y a quelques jours sur le Libor, la manipulation du Libor, qui est un exemple de corruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des banques ont truqué, ont manipulé des taux auxquels ils prétendaient se prêter entre eux, et qui leur a provoqué, qui leur a généré des milliards de bénéfices indus, et qui a appauvri de manière considérable, c'est en débat, hein, je fais court, les budgets nationaux. Bon. Et qui donc, à cause des victimes, là aussi je force le trait, parce qu'on est dans un cas d'école. Et si vous voulez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est, tout d'abord, il y a le problème de la manipulation. C'est-à-dire qu'on manipule, donc de manière qui n'est pas conforme à la réalité, des taux pour générer des profits considérables de la part de banquiers qui sont totalement anonymes, mondialisés. Je crois qu'il ne reste rien de cet échange social entre le patron et la FIDE. Et alors, deuxième élément qui me semble important et qui n'était pas dans votre présentation, qui me semble capital, c'est la victime. C'est-à-dire que se mettre d'accord pour faire des médicaments qu'on va vendre sous le nom d'aspirine ou d'anticoagulants, mais en fait c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors c'est super, on est dans un accord corrompu, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints de maladies coronariennes qui vont mourir parce qu'ils croyaient acheter un anticoagulant, ils achètent de la poudre de perlimpinpin. Alors, aujourd'hui, c'est quand même, ça me semble ce tiers qui s'invite au débat sur la corruption, qui engendre des victimes, des corps, hein, très, très concrètement, comme on disait, les victimes de tremblements de terre, de maisons qui ont été construites avec des architectes corrompus. C'est-à-dire qu'il y a un tiers dans la corruption. Hein. Il y a un tiers dans la corruption, il y a des corps, et si on reprend l'exemple extrême du Libor, il y a des centaines de milliers, il y a peut-être même des centaines de millions d'Européens, de gens qui aujourd'hui subissent de plein fouet les conséquences d'une corruption massive, de gens qui ne se connaissent pas, qui échangent des signes monétaires et non plus de signes sociaux, etc. etc. Voilà. Bon, c'était pour... bien sûr. Je vais y penser. Alors, en tout cas, le point de vue de la victime, en tout cas, il n'est pas impossible de l'intégrer dans une anthropologie de la corruption. Sauf qu'évidemment, bon, la victime l'est à son corps défendant. C'est le tiers exclu de la relation. C'est ça. Oui, non, je vais y réfléchir. Alors que justement, la relation politique, c'est l'inclusion du socius, dirait Ricoeur. C'est l'inclusion de l'autre que je ne connais pas, de l'autrui généralisé, pour parler comme Honneth ou comme Hegel, je crois. Hein, c'est-à-dire cette dimension où la relation excède l'intersubjectif pour incorporer des gens qui sont des tyrannies, mais qui sont toujours délimités dans le cadre d'une communauté politique. Ça, c'est vrai. C'est pas... Mais c'est vrai que le côté vicieux de la relation de corruption est peut-être tout simplement à trouver dans cette exclusion. Son caractère, donc elle a un caractère antipolitique. C'est ça, tout à fait. Non seulement apparemment apolitique, mais antipolitique. Et du coup, on a à voir avec une relation de pouvoir dont l'effet est antipolitique.
Et je crois que ce tiers exclu, c'est précisément lui qui permet de qualifier la relation comme vicieuse. Voilà, de ce fait. Puisque donc, dès qu'on parle de corruption, il y a une dimension axiologique, et je crois que là, on a même un critère d'une certaine manière. Et la corruption apparaît comme une sorte de jeu vicieux qui se fait dans le dos de la victime, quoi. Ce jeu vicieux, on pourrait même dire que la victime y joue un rôle nécessaire. C'est précisément ceux ceux qui sont bien attrapés dont on se moque. Bon, qui vont éventuellement mourir, mais c'est pas le problème. Voilà. Alors en tout cas, vous voyez, on pourrait dire que cette position de la victime, finalement, n'annule pas la profondeur du jeu, mais au contraire, l'augmente, puisqu'on se dit, voilà, on les a bien eus, nous, le corrupteur et le corrompu, et finalement, nous sommes malins et puissants. Et voilà, je crois qu'il y a aussi à comprendre cette scène, cette coulisse, finalement, par rapport à ça. Alors, quant au Libor, est-ce que vous voulez dire dans ce cas-là que cet argent qui a été spéculé, qui a été généré de cette manière-là, ne sert pas au parti qui le récupère pour se valoriser? Alors, je m'adresse aux ceux qui participaient J'ai une réponse, mais ceux qui participaient à ce séminaire... Pour moi, ça n'annule pas ce que j'ai dit. Cet argent, il sert bien à un moment donné à dire, voilà, bon, regardez ce qu'on a gagné, quoi. Oui, ou regardez qu'on n'est pas en faillite. C'est bien sur ça que repose la défense des banques aujourd'hui. Donc je crois qu'effectivement, on est dans le cadre de ce que vous décrivez, parce qu'ils ont manipulé des indices, donc c'est du paraître. Là, c'est complètement... C'était des estimations de taux. Donc ils ont triché, ils ont donné d'autres estimations. Mais la défense des banques d'abord, donc millions gagnés, perdus, c'est pas clair. La victime, c'est pas clair non plus. Et par contre, la défense des banques aujourd'hui repose en partie sur le fait qu'elles ne pouvaient pas donner, à un moment donné, elles ne pouvaient pas dire qu'elles n'avaient pas d'échange, donc elles n'étaient pas capables de produire ce taux, parce qu'on aurait su à quel point elles étaient fragiles. Donc ça menaçait tout le système et elles ne pouvaient pas paraître fragiles. Et ce qui est étonnant dans les procès actuels, c'est que on voit qu'il y a entente entre un très grand nombre de banques, mais elles sont tellement nombreuses à avoir participé que ça ressemblerait à une entente tacite. Elles n'ont peut-être même pas eu besoin de se parler pour tricher en même temps. Effrayant. Oui, moi je voudrais revenir un peu sur la réflexion de M. Garapon sur l'existence de la victime et la définition même de la corruption. Pour moi, la corruption, c'est une décision qui a été... D'abord, c'est politique, parce qu'il faut qu'il y ait un décideur. On achète une décision. Et une décision à quelqu'un qui a eu un pouvoir pour atteindre un objectif qui n'est pas unique, qui n'est pas public. Ça peut être, il peut y avoir de la corruption privée. Je veux dire, je peux acheter à un directeur de banque le droit d'ouvrir un compte en banque, alors que normalement, je n'aurais pas le droit d'ouvrir un compte en banque parce que je ne remplis pas un certain nombre de missions, un certain nombre de critères. Et le problème pour moi de la corruption, c'est que ça amène à une décision qui est contraire à l'intérêt collectif dont est chargé le décideur. C'est ça qui est grave. Parce que si la corruption a amené à prendre une décision qui est bonne du point de vue de l'intérêt collectif, à la limite, on va même s'interroger sur le... Bon, on vous a donné un cadeau pour prendre une décision, mais voilà, c'est un peu le type de défense des banques. On n'a pas fait de victime dans cette affaire, parce que si, vous voyez, alors que si je corromps pour un marché public, alors qu'il y a de l'argent du marché public qui va servir à construire un équipement qui ne sert à rien. Bon, l'exemple de l'Espagne. Hein, et là j'ai des victimes, parce que l'ensemble des gens qui avaient besoin d'une route quelque part, ils vont avoir à la place un aéroport qui ne sert à rien. Parce que ça va avoir enrichi le décideur, mais aussi le corrupteur qui aura trouvé un intérêt privé. Donc je crois qu'il faut récupérer. Alors d'une part, dans votre première définition, je pense qu'il faut faire attention à la notion publique, une décision, je dirais plutôt, d'un intérêt collectif, parce que quand Total ou la BNP prend une décision, c'est une décision privée, mais ça intéresse tellement de gens que ça a un côté collectif. Puis d'autre part, je crois que, comme le disait M. Garapon, il faut réintroduire à un moment l'idée que
dans la corruption qu'on la voit aujourd'hui, bon, il y a des victimes. Il y a des victimes. Mais là, Mais merci. ce que je veux dire- Oui, mais merci beaucoup. Dans le premier cas, dans le cas que vous donnez, par rapport à la banque, je comprends bien la démarche. Alors, quelqu'un vient acheter. Oui, Quoi ça se passe. Ça se Par passe exemple, beaucoup. oui, voilà. Qu'est-ce qu'on Bah, achète? On achète le droit d'ouvrir un compte en banque, D'accord. alors qu'on ne devrait pas ouvrir ce compte en banque parce qu'on n'est pas quelqu'un de solvable et qu'on va donc amener la banque à perdre de l'argent. Ah voilà, Ce on qui- va amener la banque à perdre de l'argent. On va amener Voilà, la banque c'est à là perdre qu'est de le- l'argent et on va voilà. considérer Je que ne la voyais banque pas a où était le dommage. on va considérer que certains acteurs privés ont une telle puissance économique que c'est comparable. Bon, voilà. Donc, en fait, qualifier la corruption non pas par le licite ou l'illicite, mais par le dommage. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai pas fait, ouais. En effet, c'est ça, Introduire voilà. le dommage, parce Ouais, que oui, tout à si, fait. C'est ça. bon, vous voyez, je veux dire, si j'achète le droit de faire construire une autoroute qui sert à quelque chose, bon, Oui, c'est un peu bizarre comme comportement. D'ailleurs, ça se passera assez rarement. C'est un point qui est très important parce que c'est dans les Parce exemples. qu'aujourd'hui, c'est vraiment le problème, la corruption à grande échelle, ça induit un mal développement dans l'Espagne, est une des caractéristiques, parce que les banques, il y a eu des investissements qui ont été le fruit d'une corruption très sophistiquée, parce que c'était une corruption dans le blanchiment d'argent des criminalités italiennes, qui l'ont mis là pour le blanchir, qui ont amené des banquiers à financer des équipements qui servent à rien, et en passant par le détour de responsables publics qui, pour leur paraître, avaient été contents de montrer qu'ils avaient fait quelque chose. Vous voyez. Mais au bout du compte, qui est-ce qui souffre? C'est le peuple espagnol aujourd'hui. Ce qui, en termes de philosophie du droit, à mon avis, est important, c'est que ça amène à faire une discrimination à l'intérieur de du droit. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se satisfaire d'un critère formel. C'est pour ça que l'exemple de la simonie, il est intéressant, mais la simonie, bah oui, mais on est dans le symbolique. Alors si c'est un faux curé qui donne une fausse absolution, de toute façon, ça ne peut faire que du bien. Oh, mais ça c'est un point de vue qui est relativiste en diable. Bon, Voire, non, mais, je veux dire, c'est la question c'est la réflexion de Shakespeare dans Mesure pour mesure. Le crime, c'est le crime d'aimer. Alors oui, ça, on peut réfléchir, c'est effectivement le tort qu'on lui reproche à Antonio, c'est d'avoir aimé. Bon, alors là, on est tous d'accord. Si son crime, c'était d'avoir tué, c'est un peu différent, parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie. Et c'est très important, parce que pour nous autres juristes, en ce moment, c'est très important. Il y a des crimes dont la seule victime, c'est la loi. Bon, on a fumé de la drogue, c'est très mal, c'est interdit. Fumer du cannabis, bon. Par contre, de porter des coups à quelqu'un, c'est différent. Il y a un tiers. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. C'est pour ça qu'on peut pas. Il y a une surdétermination de la loi formelle par une référence à des victimes. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui c'est bien le mouvement qui est en train de se passer avec la montée en puissance des victimes. Entre parenthèses. Très bien, très intéressant. Quant à la relativité du péché de simonie, je ne vous suis pas. Ayant été enfant de cœur, C'est très grave. je n'aurais pas acheté ma charge, soudoyer pour servir la messe. J'attendais qu'on m'en juge digne. Et je crois que du point de vue du monde qui était celui du monde de la théologie catholique, la simonie est quelque chose de très grave, parce que le salut, c'est quelque chose de fondamental. Si vous êtes officier du salut des gens et que vous n'en avez pas le droit, c'est gravissime. Alors évidemment... On est dans une économie du sacré. Voilà, Après, de la c'est ça. croyance. Oui. Alors moi je suis très intéressée par l'application de ce que vous dites au cas des États-Unis. Parce qu'on a dit donc c'est le foyer de la pensée contre la corruption, la transparence, justement penser la corruption comme une dégradation ou une altération, donc il faut lutter contre. Et en même temps j'ai l'impression que c'est un endroit où il y a beaucoup de corruption blanche, corruption grise, corruption blanche, c'est-à-dire que c'est aussi le pays où les lobbies sont tout à fait acceptés, reconnus, c'est-à-dire qu'un groupe d'intérêts qui défend un intérêt particulier et pas l'intérêt collectif, c'est tout à fait accepté. Les systèmes de patronage ou de clientèle que vous décrivez existent complètement et de façon complètement acceptée. Je veux dire, les ambassadeurs achètent leurs charges, ce sont des grands donateurs. Ils ont donné beaucoup d'argent à la campagne de Barack Obama ou de Bill Clinton, ils sont ambassadeurs en échange.
Et c'est tout à fait accepté, reconnu, ça a été défendu, et ça se passe à tous les niveaux du politique, ce patronage. Comment s'effectue la justification alors? Quel est le système de justification? Mais j'ai l'impression que c'est tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire c'est une sorte de reconnaissance symbolique. Je suis un homme d'Obama, c'est pour ça que j'ai financé sa campagne, je crois à ce qu'il fait, je m'affiche comme donateur d'Obama, puisque tous ces chiffres sont publiés, et Obama, en retour, me nomme ambassadeur. Et il n'y a pas lieu de penser que je serais un mauvais ambassadeur parce que j'ai acheté ma charge. Mais alors j'ai l'impression que tout ça repose sur le fait que c'est su. Donc par contre, ça n'est pas occulte. Tout cela est su. Voilà, mais c'est des charges achetées et c'est vrai au niveau municipal, régional. C'est le spoil system qui a été défendu dans la naissance de l'Amérique démocratique. C'était vu justement comme la possibilité pour chacun d'accéder à ça. Il suffit de payer, donc c'est ouvert à tout le monde. Donc ça renverse presque l'idée qu'on achète des privilèges indus. Oui, il y a un exemple comme ça auquel je pense en vous entendant parler des États-Unis, qui est stupéfiant pour un Français, c'est quand la Cour suprême a dit que c'était pas grave que les juges élus se fassent payer leur campagne électorale par des gens qui pourraient être des justiciables. Alors on se dit, vous voyez, c'est quand même très bizarre pour un Français, c'est très bizarre, c'est même incompréhensible. Je sais pas, ce serait intéressant de savoir pourquoi la Cour suprême, qui fait quand même des jugements dans lesquels elle s'explique, les juges anglo-saxons, ils s'expliquent à n'en plus finir même. Ils s'expliquent longuement. C'est pas simplement des explications bidons, c'est une conception. Non, c'est pas bidon. Alors pourquoi est-ce que la Cour suprême admet ça? C'est vrai que pour un Français, déjà que les juges soient élus, c'est bizarre, mais qu'en plus, se fassent payer leur campagne électorale par les gens qui vont juger, parce que c'est ce qui se passe à l'échelon intermédiaire de la justice américaine, que nous considérons facilement comme corrompus, plus peut-être que les juges fédéraux, mais les juges locaux. Bon. La réponse pour ça, elle est simple. Hein. Je ne peux pas demander à Noël. Le juge américain, c'est un élu local. Ouais. C'est exactement comme si on disait, mais alors c'est exactement comme si un Américain ou un étranger disait, ben, attendez, le président de la République, c'est pas le président de la République française, c'est le chef de l'UMP ou c'est le chef du PS. Comment est-ce que vous allez nous faire croire qu'il ne va pas rétribuer ensuite son clan? Bon. Et le juge américain, c'est un élu local. C'est-à-dire qu'il faut... C'est tout sauf un clerc, comme chez nous. Chez nous, c'est un clerc, c'est continuité de ce que vous disiez sur le sacré. Dans le fond, c'est quelqu'un qui est rentré dans les ordres judiciaires chez nous. Et il emporte l'habit, etc. On a fait un topo là-dessus. Bon. Mais, donc, c'est la théorie de la transfiguration. C'est-à-dire que, mais tous les peuples ont besoin de cette théorie de la transfiguration. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai été élu, mais je suis transfiguré par machin. C'est ce qu'on appelait la grâce d'État, entre parenthèses, de l'Ancien Régime. Oui, le juge était... Je suis très sensible à ça. Oui. Il jouissait de la grâce d'État. Donc c'est... Voilà, donc c'est un système de croyance tout à fait différent, et pour lequel le fait que ça soit su, ça va... Là encore, c'est ce que disait Lorraine, le fait que ce soit su qu'il a bénéficié de l'argent des... Oui, parce que c'est très transparent comme... c'est très transparent. On épluche les carrières des magistrats, et alors, on sait tout sur... Tout à fait. Et la décision scandaleuse, c'était celle de Citizen United, c'était de dire, on peut donner autant qu'on veut, c'est pas limité. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut c'est ça. Cet argent en politique, c'est acceptable tant que c'est publié. Et pour le lobbying, au fond, c'est la même chose d'une certaine manière. Le lobbying est une sorte de traçabilité. Il faut être déclaré, il faut qu'on sache qui peut quoi, quel est l'intérêt qu'on défend, et à ce moment-là, c'est de bonne guerre parce que tout le monde peut le faire. Mais je me demande par rapport à ce que vous dites sur les sociétés bloquées, finalement, la corruption comme cette espèce d'autres dimensions qui permettent de faire évoluer les sociétés bloquées. Je ne sais pas, c'est une question, mais dans l'histoire des États-Unis, c'est très lié à la dynamique démocratique. Cette histoire de spoil system, ça arrive en même temps que le suffrage universel. Et je me demande si c'est aussi une manière de pouvoir faire bouger, avancer, changer les choses. C'est certain que c'est des sociétés apparemment beaucoup plus dynamiques que la société française, que le mode de vie républicain.
Voilà. Il n'en demeure pas. Donc on pourrait dire que voilà, il y a du fait de ces usages une sorte de mobilisme, de dynamisme, bon, etc. Mais on peut dire aussi autre chose, je crois. J'aimerais avoir votre avis, puisque vous connaissez bien les USA. Concrètement, tous ces gens, ils sortent des mêmes universités quand même. Les gens qui payent, Ouais. le personnel politique. Oui, le personnel politique. C'est-à-dire qu'en réalité, ils appellent pas ça corruption, mais il y a de l'entente au plus haut niveau quand même. Mais je crois pas, par exemple, Alors c'est une question que je vous pose. Mais... vous prenez la famille Kennedy, Mhm. qui est arrivée là où elle est arrivée parce que le grand-père a magouillé à Chicago. C'est vraiment des gens qui sont arrivés à ce moment-là de l'histoire américaine où il y avait beaucoup de choses pas très claires qui se passaient. Bon, c'est quand même un Irlandais catholique qui vient là où il n'y a eu que des patriciens protestants. Donc ça introduit du changement. Donc oui, ils sont allés à l'université, les enfants Kennedy, mais... C'est pas là que ça jouait, c'était avant. Oui, d'accord. Je crois quand même que ça permet à des gens de percer en politique, l'argent pour le coup, qui n'auraient pas percé autrement. C'est pas le modèle britannique. Non mais on dit par exemple la prohibition, la mafia, c'était un moment de grand avancement des minorités dans l'histoire américaine, par le crime et par la corruption. Mais ça a déverrouillé une société. Bon, ça fait beaucoup de victimes aussi. Ouais, ça peut la reverrouiller maintenant. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arriverait, pour notre réflexion, on voit qu'il y a des critères qui s'ajoutent à ce que vous nous avez dit. D'accord, on ne va pas retenir le critère juridique formel. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la corruption qui tue ou la corruption qui ne tue pas, qui simonie, etc. Qui bloque ou qui débloque. Alors c'est une vision fonctionnaliste. Et on peut faire référence au film de Lincoln, où Lincoln finalement arrive à des buts politiques vertueux par des moyens quasiment correctifs. Qu'il y avait lien, j'ai adoré ce film. Ouais. Voilà, exactement. Bon, alors ça c'était un critère, c'est un critère intéressant. Mais ce qu'on constate aujourd'hui dans le grand argumentaire contre la corruption, c'est que il y a un sentiment, la corruption crée un sentiment d'impuissance parce que tout est pipé. Dans les sociétés très corrompues, on dit de toute façon on peut rien, tout est caviardé. Donc il y aurait un troisième critère qui serait les influences vues ou les influences illicites, quoi. Cet écart entre l'apparence et la réalité. La corruption serait ce qui ne se... finalement, la forme est une illusion, la réalité est invisible. Ce qui joue aussi dans, sans doute, le degré, indépendamment de la nature des actes, mais dans le degré ou dans l'intensité, c'est évidemment la confiance. Du coup, ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus du tout de confiance. Oui. Donc c'est la perte de la confiance qui est un critère aussi clairement d'évaluation des effets de la corruption. Parce que c'est intéressant par rapport aux exemples que vous donnez. Il y a des moments finalement où la nation américaine a confiance, puis des moments où elle est complètement démoralisée. C'est intéressant ça, beaucoup plus que chez nous j'ai l'impression. Et il faudrait voir si c'est les moments où il y a le plus de corruption avérée, comme dans des pays par exemple où l'État est très faible, où personne n'a confiance et on ne peut pas avoir confiance dans la fonction publique de toute façon. Il y a pas de, parce que on pourrait faire l'analyse de Merton, moi je la retournerais absolument comme un gant, c'est-à-dire la corruption comme faisant évoluer ce qui peut faire évoluer ce qu'on ne peut changer. Les exemples historiques, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on voit que la corruption, c'est le maintien de liens anciens lorsqu'on ne supporte pas la démocratie ou la modernité. C'est-à-dire et alors c'est très très clair dans l'histoire de la mafia. C'est-à-dire la mafia impose des rapports démocratiques, des échanges commerciaux visibles, et dans le fond, les latifondières et l'Église, qui étaient les institutions qui patronnaient la société sicilienne, on repasse par elles. C'est ce qu'on dit de l'Oprochnina en Russie. C'est-à-dire en Russie, la Russie, elle s'est modernisée par la violence et par un petit groupe de gens autour du souverain, dont l'effectuation actuelle c'est le FSB ou le KGB ou le NKVD, mais c'est toujours le même principe, c'est Ivan le Terrible, c'est je ne peux pas réformer la société, je vais la faire par un petit groupe d'affidés qui toucheront leur code-part et qui vont violenter une population
pour la modernité, pour la moderniser à la hache. Bon. La période Helsinki, c'est une tentative de vouloir supprimer le KGB, jouer le rôle de la démocratie, c'est pas possible. On revient à la corruption, parce que ça marche pour moderniser. Donc on peut dire la même chose du Mexique, on peut dire la même chose de la Colombie, c'est quand le vieux parti du Parti révolutionnaire institutionnel perd les élections, qu'on a le candidat du PAN qui arrive, parti de droite. Ben, toutes les structures oligarchiques du Mexique sont désorientées, c'est la violence, les escadrons, etc. Donc, en sciences politiques, c'est intéressant, parce que je dirais c'est plutôt le contraire. La corruption, c'est le maintien de l'ancien et de l'archaïque sous les apparences du moderne. Je serais été parfaitement d'accord avec vous si je n'avais pas lu cet été Gomorrah. Vous avez lu Gomorrah? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que ce qu'on apprend dans Gomorrah, c'est qu'en fait, à côté d'un décorum, d'un discours qui est très très fondé, quoi, enfin, très assis, c'est quand même du business. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des affaires. Oui. On fait d'abord des affaires. Et alors justement, le problème, c'est que l'État, il nous empêche de les faire. Alors, après, on a toutes les hiérarchies conservatrices qu'on veut. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui compte, c'est faire des affaires. Mais c'est des affaires qu'on ne peut pas faire légalement. Mais on maintient en vie, dans l'exemple, parce que ça c'est un sujet que je connais un petit peu, donc on maintient en vie des structures archaïques. Oui. On les maintient en vie, qui sont ça, c'est qu'on devrait. Ouais. Ça, c'est incontestable, effectivement. Il faut le prendre en compte. Et on arrive à les faire servir à la modernité, ou la modernité à faire servir un certain nombre de structures archaïques. Il y a une espèce de... L'opposition modernité archaïsme dans les systèmes criminels développés comme les Italiens et d'autres, elle est aussi interrogée. C'est à la fois moderne et archaïque. Voilà, ouais. Alors peut-être qu'il y a un pan entier, effectivement, qui qu'il y a relève de ça, tout simplement, quoi, effectivement. Du rapport de l'ancien et du nouveau. Mais, en fait, dans le cas des mafias organisées contemporaines, je crois qu'il y a cette réalité de la globalisation. Et il suffit de lire la description du port de Naples par... ce sont les as de la mondialisation économique, c'est vrai, ils sont en avance sur tout le monde là-dessus. Bon, ils se coordonnent à la vitesse de l'éclair, là où les institutions légales transpirent sang et eau pour se mettre d'accord sur quelque chose, y compris les grandes entreprises. Et ils investissent l'écologie avant tout le monde. Ouais. Ils ont investi la santé. Vous savez qu'aujourd'hui, la santé est un motif. Il y a des hôpitaux dans le sud de l'Italie qui sont totalement corrompus. Alors là, on retrouve, c'est-à-dire qu'ils sont très corrompus, c'est des machines à fric, à recyclage, etc. Sauf qu'il y a des gens qui se font opérer par des gens, le public ne s'y retrouve pas. Et c'est la réactivité. Des faux médecins. Oui, pareil. Ils tiennent les caisses de sécurité sociale, on peut acheter des certificats d'absence chez le médecin, etc. Ils tiennent tout. Hein. Ils tiennent les caisses de sécurité sociale. C'est aussi le rapport entre le réel et l'abstraction. Dans le fond, la démocratie, c'est l'abstraction, que vous le disiez très bien, c'est-à-dire qu'il faut une épreuve d'imagination, de savoir que quand je fais quelque chose, je ne vois pas j'en vois pas les bénéficiaires. Quand je paye mes impôts, je ne vois pas ce que ça va faire. Je ne vois pas qu'il y a des gens qui vont être sauvés, qui vont être protégés, éduqués par mes impôts. Bon. Et tout marche sur une imagination, sur une capacité... L'agent rationnel est capable d'abstraire. Et d'abstraire, et de dire, je crois qu'en payant mes impôts, c'est mieux que de faire la charité. On revient toujours à le socius et le prochain. Bon. C'est mieux que le système caritatif où je donne de l'argent à mes pauvres, qui sont à ma porte. Bon. Peut-être que ce système d'abstraction est insupportable pour certaines sociétés parce que trop rapide, trop violent, et parce qu'elles n'ont pas le temps de faire tout ce travail dans l'imaginaire, par la littérature, par la religion, par tout ce qu'on veut, par la télé, les images, de donner cher à cette abstraction. Ça, c'est le cas de beaucoup de sociétés qui ont été désocialisées très vite. Je pense aux sorties du système communiste ou de sociétés dans lesquelles il n'y a aucune représentation, ce que dit de Sardan d'ailleurs, il n'y a aucune représentation de ces abstractions démocratiques. Et en fait, la question est de savoir qu'est-ce qui fait communauté. On revient à une question politique, c'est-à-dire que, disons pour un Français, encore aujourd'hui, j'ai un peu égratigné le principe métaphysique de la volonté, mais la communauté, ça reste la République. Bon, c'est encore une fiction crédible. Maintenant, il y a des pays qui ont été tellement brutalisés qu'effectivement, la communauté, ça devient quoi? Le clan, la famille,
la religion, le lien religieux, à l'exclusion de toute façon des autres. Et ce point est intéressant parce que peut-être ce qui se passe dans la corruption, c'est un conflit de communautés. Choisir une communauté plutôt qu'une autre, que celle qu'on m'impose. Voilà. Et en tout cas, tout ça est appareillé effectivement sur le plan imaginaire. Après, les motifs interagissent avec des motifs toujours, à mon avis, effectivement très marchands quand même. Voilà. Mais il y a quand même ça. Je ne fais pas du commerce avec n'importe qui. Et c'est intéressant là de nourrir effectivement des recherches sur la dimension imaginative des réseaux. Est-ce que justement dans la mondialisation c'est devenu possible? Avec le trading algorithmique, etc., est-ce que un des grands passages anthropologiques de la mondialisation serait que justement c'est devenu possible? C'est ça. Et je crois qu'il y a un autre point que je vois qui est un vice du libéralisme, un vice des idées libérales, c'est que dans le fond, si j'ai intérêt à corrompre pour fausser le marché, parce que dans le fond, la corruption, c'est une manière de fausser la règle. Alors, fausser la règle sociale, juridique, mais c'est aussi fausser la règle du marché. Quand je corromps, je m'assure, je prive, j'ampute le marché du facteur risque qui est son ressort même. Donc, on doit tous être en concurrence pour vendre le meilleur produit, mais comme j'ai graissé la patte de celui qui va décider, le marché ne va plus exercer son effet vertueux de définisseur de qualité, et moi, je n'ai plus le risque qu'est le motif du capitaliste pour se transcender, être meilleur, etc. Bon. Et donc, ça, on retrouve ça, c'est aussi une direction du marché. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi, je pense à la dialectique réglementaire, à des choses comme ça, au nom de quoi, si je suis très puissant, au nom de quoi je vais jouer la règle du jeu? C'est-à-dire c'est une question auquel ne répond pas le libéralisme. C'est une question à laquelle ne répond pas Hayek, par exemple. Au nom de quoi vous voyez ce que je veux dire? Vous estimez que c'est une surdétermination de l'intérêt, par exemple? Ah ben bien sûr. Voilà, c'est ça. Ah ben oui, à partir du moment où je suis surpuissant, je suis surpuissant dans la mondialisation, je suis Monsanto, pour prendre un exemple caricatural, et que je peux, si vous voulez, c'est ce que nous a dit l'avocat de Mandela, il nous a dit, mais pourquoi payer un avocat si je peux corrompre un juge? C'est efficace. Ben, c'est plus efficace. Oui, I can bribe a judge. Alors, il avait mis ça sur un t-shirt, c'était une campagne de l'Afrique du Sud. Pourquoi payer un avocat si je peux corrompre un juge? Pourquoi soumissionner voilà. Pourquoi soumissionner à un marché public si je peux acheter le décideur? Ça n'a... Et c'est le problème du Libor. Ça n'a aucun sens. Et c'est la pure rationalité économique de Monsanto consiste, il vaut mieux que je capte, au sens économique du terme, que je capture, l'attributeur de marché, tous les ministres de l'agriculture de l'Union européenne, plutôt que de soumissionner. Ça crée des risques et de l'argent. Vous voyez, et je pense que à cette question-là, dans le fond, Hayek ne peut pas répondre. Le libéralisme ne peut pas répondre à cette question. C'est la logique de l'intérêt poussée jusqu'au bout. Mais c'est tout de même très vrai du point de vue descriptif. À ce niveau de puissance, voilà, c'est ça. À ce niveau de puissance. Oui, mais sauf qu'il y a des lois antitrust. Donc ça a été pensé. Voilà, il y a tout de même une régulation qui fait qu'on ne peut pas avoir. Normalement, dans le système, il y avait des antidotes. On était censé empêcher les gens de devenir si gros, non? Oui, pas. Oui, c'est en aval. Oui, le monopole est quelque chose qui est. Ça se passe en amont. Oui, le péché capital, normalement. C'est la corruption, c'est l'amont. La corruption, c'est non pas transgresser, mais fausser, et c'est l'amont, c'est influer sur l'amont. Donc c'est par définition invisible, et à la fin, ça finit par priver tous les repères qui stabilisent le rapport au monde. Donc, même les mots sont corrompus. Finalement, le problème de la corruption, c'est qu'il y a un moment, ça va remonter au langage. Et qu'on a un discours bidon, on a des mots qui ne signifient plus. Et comme les mots ne signifient plus, on n'a même plus les ressources de la dénonciation. Et je crois que c'est ça. C'est pour ça que je n'évacuerai pas aussi vite, moi, la dimension de la phthora, de la dégénérescence, qui est quand même, me semble, toujours présente. Le fond de cette manipulation de la règle, c'est
la dégénérescence du monde. Voilà. Et donc, c'est le repassage à un niveau naturaliste d'un monde qui ne peut plus exister. Oui, mais alors, paradoxalement, je voulais revenir un petit peu à ce que disait Thierry au début, c'est ce paradoxe que la notion de corruption apparaît quand la notion de bien disparaît. Oui, alors ça c'est très facilement explicable. Ça c'est Et- limpidissime pour moi. D'accord, Oui. parce que, selon moi, c'est dû au fait que, j'allais dire, la notion de corruption est peut-être la seule chose qui reste quand le contrat social n'est plus lié qu'à la notion d'intérêt. Oui, voilà, Mais, c'est ça, voilà. Ouais, voilà. Je ne sais pas si tu as une autre explication, Antoine, mais du coup, Mais oui, il y a Mais bien sûr, pour moi c'est très clair. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand il y a une perte en substance, quand on passe du téléologique au déontologique? Ça veut dire que ce qui va régler la coexistence humaine ne sera plus la coutume, ne sera plus l'Église, la référence à un bien, à une conception de la vie bonne, mais sera la règle. Donc du coup, bien évidemment, puisqu'il n'y a que la règle qui tient, le mal n'est plus le péché, la transgression, la mésalliance, la rupture d'alliance avec Dieu, etc. Mais c'est la transgression, la corruption de la règle. Donc c'est très très clair que il faut toujours... je passerai par cette considération que la démocratie, comme le libéralisme, c'est la substitution d'une règle abstraite à une réalité coutumière anthropologique concrète. Donc à partir du moment où on passe au formel et à l'abstrait, le grand problème, c'est le trucage de la règle. Ça va de pair, nécessairement. On passe à la procédure. On passe à la procédure. Et qu'est-ce que c'est que la corruption? C'est piper des procédures, pour faire court. Donc et mon explication, c'est pourquoi la corruption est aussi importante aujourd'hui, c'est qu'on est passé de manière un peu illusoire à une généralisation de l'idée démocratique et donc de l'idée d'une règle abstraite qui organise la coexistence humaine, sauf que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'on peut dire, tout d'un coup, on décide que la Russie est démocratique, ça y est, on fait une constitution, des élections libres, une cour suprême, des partis politiques, allons-y, 1, 2, 3, mais sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce que pour croire à une règle abstraite, comme vous l'avez très bien dit, il faut de la croyance, c'est des siècles de déplacements lents, idéologico-politique, au fait que nous, en France, on le sait mieux que quiconque, on a une sorte de religion de la République, etc., qui fait, mais ça, il n'y a que les Français qui sont comme ça, ça vient pas... c'est un long travail symbolique d'une société historique qui a coûté beaucoup de victimes, qui passe par un imaginaire très particulier, et en plus qui est en difficulté aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un lien entre le formalisme de la règle, le caractère abstrait de la règle. Ce qui fait que l'imputation de corruption et le fait même de pouvoir caractériser n'en est que plus important dans le libéralisme. Tout à fait. Et ce qui fait fondamental, sortir, quoi. Et le problème de l'Amérique, pourquoi ça marche l'Amérique? Parce qu'ils sont aveugles sur leur propre système de croyance. Leur système de croyance est tellement inscrits dans la culture américaine qui vont, dans les universités américaines, c'est patent. Ils vont faire du law en économics, ils font des tas de trucs algorithmiques et tout, mais ils ne parlent jamais du protestantisme, de leur rapport, de l'ascétisme weberien, tout ce qu'on veut, etc. Donc ils sont totalement aveugles sur la condition de croyance de tout le reste. Moi, je ne sais pas si c'est... sur les États-Unis, mais c'est vrai. Et alors, ceux qui dirigent le monde sont aveugles sur la condition anthropologique de la réalisation de leur modèle. L'anthropologue se réveille. Non. C'est très juste. Et alors... Oui, mais du coup, moi, par rapport aux échanges, je me disais, mais la réponse, elle est comment? Elle est juridique, elle est anthropologique, elle est politique. Je pensais que là... C'est ça, en fait, au final, c'est... Quel type de réponse on peut donner, quoi? À quel niveau? Je pense que la lutte contre la corruption est une manière de donner chair à la croyance dans la règle. Je pense que là, je crois que là, il y a je vous conseille de consulter un site excellent indien qui s'appelle I Paid a Bribe. I Paid a Bribe, c'est formidable. C'est une association de la société civile indienne qui base sur quand la dernière fois avez-vous payé la corruption en taxi, à l'hôpital, partout. J'ai payé, j'ai corrompu. I paid a bribe.
Et c'est tout un travail de la société indienne qui est à mon avis exemplaire partant de la réalité indienne de tous les comment marche la société indienne, quoi. Mais c'est une organisation... Une ONG. Ouais, c'est ça. De lutte contre. Après, il y a un tas de réflexions, c'est très bien fichu, et moi je suis abonné à ça, donc c'est un accès libre, et donc on a un travail de la société sur elle-même qui je trouve beaucoup plus... oui, parce que c'est vraiment... ça part du négatif et pas d'une sorte de gospel anti-corruption. Très bien. Vous connaissez l'article de l'essai sur éthique protestante et ethos démocratique? Non. Benjamin. Ah bah, Voilà. merci beaucoup. Il est un peu ancien, mais je le disais tout à l'heure, il est bien fait. Ah bah oui, parce que moi je pense que c'est fondamental. Et là je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis beaucoup plus sensible à la manière dont il faut comprendre les croyances civiques en continuité avec les croyances religieuses, et non pas en rupture avec. Elles se pensent en rupture, et dans le fond elles sont Oui, en en fait, continuité. oui, voilà, et c'est pour ça qu'elles d'accord avec fonctionnent. ça. C'est vrai que j'ai tendance à dire le contraire, mais dans le fond, effectivement, sinon ça irait pas de toute façon. La République française est profondément catholique, Ah, bah mais c'est oui, pour bien ça sûr. qu'elle marche bien. Voilà. C'est parce que la plupart des clercs vont se comporter comme des bons curés de patronage, et donc ils vont bien encadrer la société française. Bon, à l'université, ça aussi. Bien sûr. Et la dimension sacrificielle du fonctionnaire français, elle est quand même exemplaire. Ah non, Et attention, c'est des vrais sacrifices. La corruption de l'institution, dans les conduites, elle est très intéressante aussi. Ouais. C'est une église d'Ancien Régime. Je dirais pas que l'université française marche si bien que ça. Non, mais les conduites des gens, ils ont une charge dont ils sont investis, ils sont rentrés dedans, ils ont pris les ordres. Il y a vraiment, voilà, On a vu toute la... On a fait avec Sylvie d'ici même un travail sur les juges. Les juges, c'est absolument... Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui où l'institution est en difficulté de les critiquer, parce que ce sont des gens qui, pour la majeure partie d'entre eux, se dévouent littéralement à l'institution. Et ils laissent une partie de leur santé, de leur vie. Ah oui, non, c'est évident. Moi, je dirais pas que tous les fonctionnaires se dévouent autant que les juges. Bon, ça, c'est une autre envie dans mon très bon Dans l'université, on en parle très souvent entre philosophie politique et anthropologie, c'est très intéressant, parce que en fait, l'élection dans une charge, on est recruté par ses pairs, correspond à une transfiguration, une élection au sens vraiment théologique du terme, et du coup ça va faire que les gens ils travaillent pas en fait après. C'est-à-dire, vu la différence entre, normalement, pour que ce truc fonctionne, il faut une différence énorme entre travail prescrit et travail effectué. Alors il y en a qui le font, il y a des gens qui se tuent à la tâche, mais il y en a beaucoup qui se sentent investis de l'être même d'enseignants-chercheurs, mais qui ne font pas ce travail, et qui n'ont pas besoin de le faire finalement. Puisqu'ils le sont déjà. Voilà, c'est ça. Donc il y a... Après, voilà, c'est intéressant. Nous, moi j'ai été vice-président d'université, je vous assurais que je posais la question, mais comment on va les faire travailler? Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions où il y avait une résistance du réel, un écart énorme entre les discours et les actes. Et on se rendait compte que, comme toutes les bureaucraties professionnelles, sous la condition que l'ordre est pérenne, les gens font n'importe quoi. Tout à fait. Voilà. Mais c'est très intéressant, parce que dans le fond, ce qui marche aujourd'hui, c'est l'hypothèse de la catastrophe. Là, on revient au Libor. Dans le fond, ce qui peut faire bouger, c'est le crash. L'inquiétude. C'est-à-dire que le système va exploser. Ah, alors là, une saine inquiétude. L'évaluation. Pour ces gens-là, militer, c'est toujours travailler. La catastrophe. Militer, c'est travailler, parce qu'ils travaillent bien quand même. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça, tout à fait. Il faut que les perspectives catastrophiques ont un effet bloquant. Oui, voilà, c'est ça, pour ça qu'on parlait plutôt d'inquiétude. Les nouvelles anxiogènes sont refusées. Donc, pour les écolos. C'est sûr. L'évaluation, c'était la grande question, parce que c'était l'ouverture de puis à la valorisation. Donc, moi j'étais vice-président de valorisation, je faisais rentrer l'argent, l'évaluation par l'argent, la rentabilité. Alors, dans un contexte de dette publique monstrueuse, les collègues sont encore capables de refuser ça en disant vous
Bon, il y a un pauvre collègue qui va se dévouer pour essayer de trouver des sous, mais c'est le mal. L'État doit payer. Mais Ça l'État, constitue. voilà. Alors même, actuellement, Fabienne fait office de vice-président de valorisation dans son université. Donc on est tous les deux sur cette faire entrer l'argent dans ce système, c'est une église, c'est-à-dire que c'est vraiment entacher ce qu'il y a de plus précieux de quelque chose qui est sale. Toi, tu es en train de mettre en place une fondation malheureuse. Quasiment, c'est blasphème. Exactement. C'est de la simonie. Mais je pense qu'après, c'est la difficulté de la France, c'est de trouver, s'ajuster à ces représentations avec la réalité. Merde, on a failli être brûlé plusieurs fois. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant, c'est une bonne introduction.